Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux pour vous le compte de votre magazine sociopolitique Tribune et nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux Maître Olivier Sona. Il est coordonnateur de la dynamique pour un Congo fort. C'est avec lui que nous allons devoir décrypter l'actualité politique qui est dominée par l'évasion de prisonniers, la tentative d'évasion au CPRK et beaucoup d'autres sujets qui touchent à la justice congolaise. Bienvenue, Maître Olivier. Merci, madame. C'est toujours un plaisir de partager ces plateaux avec vous. Hein? Plaisir partagé. Très bien, merci. Comme j'aime bien commencer par cette question d'entrée de jeu, quelle lecture faites-vous de la situation générale de la République démocratique du Congo? Ouf, voilà. Pour reprendre une expression qui est répandue, le pays va mal. Et le pays n'est pas tranquille. Vous savez, je me rappelle le maréchal Mobutu, lorsqu'on lui posait cette question en l'occurrence, il disait le pays est tranquille. Il est tranquille. C'est un politicien. Voilà. Mais c'est aussi un dirigeant. Ça a été un grand dirigeant. Non, c'est vraiment, on traverse des moments très difficiles, et ce dans tous les secteurs. Tous les secteurs. Très très difficile. Et plus le temps passe, plus ça empire. Alors qu'on a fondé beaucoup d'espoir en Madame Souminois, mais on ne la sent pas. On la sent pas. J'avais été reçu une chaîne concurrente, on disait oui mais c'est une dame. Moi je ne crois pas au gender, moi je crois à la compétence. Et Madame Souminois a les compétences. Mais ça ne bouge pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, maître, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on ne peut pas la juger aussitôt parce que les hommes ont pris 64 ans à diriger ces pays. Alors il faudra attendre 64 ans encore pour juger les actions de Judith Souminois. Bon, je ne voudrais pas en faire un problème de gender. Le roi belge, Léopold II, cède le Congo à la Belgique en 1908. En 1925, donc 17 ans plus tard, la colonie belge est la colonie la plus riche d'Afrique, en 17 ans. Et cette colonie fait de la Belgique un pays développé. 17 ans. Quand vous prenez des pays comme les Émirats arabes unis, en 1920, ils pêchent des perles. Des perles. Aujourd'hui, c'est un pays riche. La population émiratie, c'est 18%, 17% à peine. Il n'y a pas de chômeurs. L'or, le pétrole, il n'y a pas de chômeurs. Ce pays-là, en 60, il n'approche pas le Congo. Donc on arrête de nous dire qu'il faille du temps. Non. En fait, il faut poser les bonnes bases. Mais le Congo démocratique, on ne pose pas les bonnes bases. D'accord? Le problème, je vais vous le dire maintenant, parce que pour tendre un peu le coup à celles et ceux qui nous font croire que mais c'est du temps X, Y, Z. La première matière première du Congo, c'est l'homme. Ce n'est pas le coltan. Ce n'est pas le diamant, c'est l'homme. Potentiellement riche. Exactement. C'est quel type d'homme pour quel type de problème à résoudre. C'est ça le débat. Ça fait 40 ans qu'on a tué les Calais dans ce pays. Je n'aime pas beaucoup parler de moi, mais je vais parler de moi un peu. Moi, je pars en Belgique en 81. Je suis du Mouamba. J'ai mon certificat. Mon père part en Belgique. Il est à Mons pour faire sa licence. À Warouké, pour ceux qui sont de Mons, ils connaissent. Donc moi, j'arrive en Belgique. Je quitte le Mouamba pour une école des jésuites. Le collège Saint-Stanislas. Madame Marta, j'y arrive sans transition. Je dis bien sans transition, sans test, rien. Ah bon? Du Mouamba à un collège millénaire. Parce que mon collège a 1000 ans aujourd'hui.
Ça a commencé à 11 En France, en Belgique, en Belgique. précisément à Mons. Et c'était le cas 82, 83, vers 84, peut-être 85, où nos diplômes avaient une certaine valeur. Et quand nous sommes arrivés à Bruxelles, nous sommes partis à Louvain, chez Papa Georges Mbumbi, je salue, et c'est le cousin de mon père. Déjà, à Zaventem, on dit à papa, oh, c'est ça l'Europe. Madame Maranta, si vous amenez vos enfants à Dubaï, ils seraient émerveillés. Si vous amenez vos enfants à Paris, ils seraient émerveillés. Nous, on n'était pas émerveillés. Pourquoi? Parce que Kinshasa était merveilleux. À cette époque-là. Ah ouais. Donc, comment on a vu son pototé? Vous comprenez? Donc, on a tué l'école depuis 40 ans. C'est ça le problème. La matière première. L'homme congolais. L'homme avec grand H, hein? L'homme et la femme. Et on n'a pas su respecter les normes. Les lois de la République, je suis juriste, donc je sais de quoi je parle, hein? Quand tu vois ce qui est écrit et la pratique, mais il y a un fossé. On ne respecte rien. Avant, c'est pas le budget. Il faut lire la révision des comptes, vous serez scandalisé. En termes de dépassement budgétaire. Mais quelqu'un me disait même, est-ce que c'est une infraction ou pas? On pourrait réviser l'infraction. À 200%, 300%. Des dépassements inimaginables. Inimaginables. Vous comprenez cela? Comment expliquer que dans un pays, un élu a plus de 20 000 $, mais un haut fonctionnaire n'a même pas 5 000 $? Même pas 500 $. Je sais, parce que les généraux ont peut-être 1000 ou 2000, je ne sais plus. Vous comprenez? On a ce contexte, comme Jean Goubal le dit, on ne respecte plus la norme. Ainsi, nous avons vu la crise partout. Je prends le secteur bancaire, la monnaie. Parce que moi, chaque matin, je suis scotché sur, excusez-moi, sur le taux de change. Il galope tous les jours. Quand vous faites un emprunt dans une banque, le taux est à 30, 32, 33%. Mais quand vous avez un compte épargne, il veut retribuer 3-4% là. Donc, je mets de l'argent, 1000 $, on me rétribue 4% là. Mais je prends 10 000 de prêt, en 18 mois, je rembourse 33%. C'est une escroquerie. En droit, nous dirons l'usure. Mais toutes les banques commerciales pratiquent ce taux-là. Comment voulez-vous relancer les affaires au Congo démocratique? Monsieur Moukoko Samba a invité, il dit on va élaguer certaines taxes pour alléger sur le produit, les premières nécessités. D'accord. Mais réduire quand vous réduisez ces taxes-là, le pouvoir d'achat. vous réduisez automatiquement les rentrées en termes de recettes de l'État. Ou l'État congolais a besoin de recettes. Mais tant qu'on n'a pas vu le problème de la monnaie, l'argent qu'on les coûte trop cher, le tout directeur de la Banque centrale par rapport aux banques commerciales, l'argent coûte trop cher. Comment voulez-vous prendre 10 000 et rembourser du 13, 14 000 en 15 mois ou 18 mois? Ça n'est pas possible. Vous étouffez le commerçant. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il est obligé, dans le business qu'il lance, de faire des prix prohibitifs. Madame Ranta, allez dans le supermarché. Ça n'est pas possible. Moi, souvent, je convertis les choses en dollars ou en euros. C'est ce qu'on a là. Vous avez une tranche de gâteau à 7 000 francs. C'est pas de 4 $, c'est la folie. 4 $. Mais parfois aussi des réductions. Hein. Réduction dans quel supermarché? Aidez-moi. Ça fait On ne peut pas la publicité. Ça ne fait plus. Non, c'est vous dire simplement les articles de consommation courante sont extrêmement chers. Chers. Donc, alors que le Congolais moyen vit en dessous d'un dollar. Exactement. On n'a pas une politique salariale de haut salaire. Or, il y a un ministre français qui disait, si vous payez des bons salaires, vous relancez la consommation. Ça a été expérimenté à Boussé Airlines. Boussé Airlines, à l'époque, il y a 10 ans, a engagé 11 jeunes. Ils étaient minimum à 1 500 $. Une année plus tard, 8 jeunes se sont mariés. 8. Pourquoi? Mais ils avaient le cash. Madame Ranta, si nous avons le cash,
Il y aura une télé pour vous, mais monsieur, dans votre chambre. Il y aura une télé au salon, une télé pour les enfants. Peut-être aussi pour votre sentinelle. Donc ça fait 4 télés pour vous. Donc le gars qui vend les télés, il va accroître ses commandes. Vous comprenez? Mais les petits de bas salaires, et combien vous comptez? Donc le problème du Congo, ce sont les fondamentaux. On a tué l'éducation. Mais il faut créer la richesse. Mais qui crée la richesse? C'est l'homme. C'est l'homme qui a la richesse. Le commerce, Madame Ranta, c'est pas comme ça, on se fait un bon matin, je vais en Chine. Pour y faire quoi? Je vais à Dubaï, pour faire quoi? Ok? Tu as 10 000, tu as 20 000, tu as 50 000. Qu'est-ce que tu en fais? Combien réellement produisent? Si ce n'est acheter pour revendre. Combien produisent? Même du pain, ok, même des jus. Combien les Congolais produisent? Et j'entends tous les jours, on nous raconte, on nous bassine avec ça, entrepreneuriat. Mais vous ne créez pas les conditions. En ce moment, le chef de l'État est en Chine pour un sommet Chine-Afrique pour promouvoir l'entrepreneuriat, l'investissement en RDC. Attraper quelques investisseurs. 4 thèmes. Développement conjoint du partenariat économique. C'est vague. Donc quoi? Développement des ressources humaines, ça m'intéresse. Parce que, je l'ai dit, oui, la matière première, c'est là. C'est l'homme. Et la Chine est très avancée dans beaucoup de domaines. Renforcement des capacités douanières, pas besoin de Chinois pour ça. Journalisme, excusez-moi s'il vous plaît, pas la Chine, il faut être sérieux. Mais j'aurais bien aimé qu'on y ajoute défense et sécurité. Ouais. Service de renseignement civil et militaire. On a une épine. Tant que la guerre dans l'Est là n'est pas finie, on ne décollera pas. On ne décollera pas, il ne faut pas se leurrer. Cette affaire-là est sérieuse. Donc, notre coopération bilatérale, RDC, Russie, RDC, États-Unis, RDC, Chine, Afrique du Sud et Angola, la sécurité, défense sécurité, ils ont maître mot. On ne peut pas y déroger. On ne peut pas avoir autant de richesses et ne pas être performant au niveau de l'armée et de la police. Le fameux Kouloun aujourd'hui, par exemple, quelque part il y a une différence au niveau de la police. Des jeunes comme ça qui sèment la terreur à Makala, à Ngaba, à Mongafula, à Matete, ça n'est pas normal. Et maintenant, il faut de l'extorsion. À 19 ans, ils vous montrent la machette. On a un problème sérieux, des fondamentaux. Tant que ce n'est pas réglé, tant que l'école est dans cet état, Mme Ranta, c'est parti pour la gloire. Avec tout ce dont vous venez de citer là, on peut espérer à un Congo fort, comme vous le dites dans votre dynamique. C'est une tâche de longue haleine. Je prends les 3 piliers, la famille, l'État et l'école. Bon, j'ajoute peut-être l'Église aussi, parce que la dimension spirituelle ne peut pas être écartée. Mais Dieu nous a déjà donné, il a donné tous les atouts aux Congolais. Il faut encore que Dieu intervienne, alors que nous avons les richesses, nous avons l'homme qui est au centre, mais qui n'arrive pas à gérer ses propres ressources. Là, il faut donc un recours vers Dieu. Quand je parle de l'Église, de l'aspect spirituel, moi je suis chrétien, donc je crois à la Bible. La vie chrétienne est une construction. Vous comprenez? On commence par l'affermissement, tu lis la parole de Dieu, tu t'imprègnes. Vous avez l'église spirituelle. On doit te dire, voilà comment ça fonctionne. C'est pas un bon matin, tu te réveilles comme ça, comme avec les mitraillettes, non, c'est pas ça. Tu sais de qui on parle de la Bible? Quels sont les préceptes bibliques, chrétiens? On parle de ça. Je parle de la famille. Les valeurs que papa et maman inculquent à leurs enfants. Je parle de l'État. La famille qui est aujourd'hui affaiblie par... Je suis parfois étonné quand on dit nouvelle citoyenneté. Et l'ancienne, elle est où? C'est pour promouvoir des valeurs, pour décrier le phénomène Kouloun. Aujourd'hui qui endeuille la population. Il n'y a pas de nouvelle citoyenneté.
civisme, ce sont les mêmes valeurs. Toutes les valeurs. Bien sûr, les valeurs ancestrales de nos familles. Respecter l'autre. Les valeurs d'amour, de partage, de solidarité, de respect du bien commun. En tout cas, l'État, en tout cas, de la communauté. Pas que tu prends le véhicule de l'État, tu amènes à ta ferme, je ne sais où. Il n'y a pas de contrôle. Vous comprenez? Un bâtiment de l'État, l'État n'est pas une notion, je veux dire, utopique. L'État veut dire que quelque part, ça appartient à la communauté. Et que c'est X, Y, Z qui donne les impôts pour qu'on ait tel véhicule, tel tracteur, telle route. Voilà pourquoi il faut que la nouvelle citoyenneté intervienne. Parce que jusque-là, nous voyons comme si ces valeurs n'existent plus dans les chefs de Congolais. Ces valeurs n'existent plus. Pourquoi? On voit qu'il y a plusieurs phénomènes. Il y a l'impunité qui entre en jeu. Il y a beaucoup de choses qui ne permettent plus à ce que le Congolais puisse exprimer ses valeurs. Les ventres qui est affamé. On s'est dit, bon, j'ai faim, il faudra que je prenne de la caisse de l'État pour m'en servir. Une valeur, je dis le partage. Si je ne partage pas, c'est que mon père a appris à partager. Ou je partageais, je n'ai plus de quoi partager. Mais si on le rappelle, ce n'est pas nouveau. On nous rappelle cela. Ces valeurs ont été oubliées. Il faut les remettre au goût du jour. La mise à jour. Exactement. Ce n'est pas nouveau. Il faut rappeler aux gens, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Lorsque une maman est debout, que d'une seule attente, et vous pensez que cette façon-là, avec cette façon-là, le fait seulement de rappeler, ça va marcher? Il faudra qu'il y ait des sanctions parce que quand il y a des sanctions, les gens ont tendance à respecter. Mais toute règle s'accompagne d'une sanction. Même à la maison. Même quand on dit à nos enfants, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. L'enfant sait que s'il ne fait pas, il y a une sanction. Elle n'est pas seulement corporelle, pas seulement le fouet, mais la sanction existe. En société, quand nous parlons de l'ordre plus favorable, il faut qu'il y ait une sanction. Il faut qu'il y ait ceux qui veillent à ce que les règles soient respectées. Et si jamais ce n'est pas le cas, qu'il y ait une sanction. Le problème aussi de ce pays, c'est que lorsqu'on viole la loi, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction. Et lorsqu'on veut sanctionner, à Barikani, Boalouboa... Il y a aussi la politique qui influence toujours la justice. Non, moi je veux qu'on parle de la politique comme l'art de gérer la République. Pas nécessairement le jeu des influences. Parce qu'en réalité, le système que nous avons adopté, la République, nous avions ce système dans nos clans, dans nos tribus, nos rois, nos chefs coutumiers, ils géraient les gens. Il y a un pouvoir. Le pouvoir n'existait pas de l'Europe, ni d'Amérique. On avait un pouvoir, organisé autrement. Maintenant, on a choisi ce pouvoir-là, dite République, avec régime. Bon, c'est pas aussi mal. Présidentiel. D'accord, tout ce que vous voulez. Mais le débat, il faut que, lorsqu'on a choisi un mécanisme, qu'on le respecte. Je reviens à Jean Goubal toujours. La norme. On a un problème par rapport aux normes. Ce pays, on ne respecte pas la norme. On ne respecte plus la norme. Aujourd'hui, par exemple, c'est pourquoi on dit que... J'ai beaucoup aimé M. Samadi, refondation. Ok? C'est-à-dire que le débat, c'est que on veut relancer avec les mauvaises bases. Ok? La première base, c'est l'école. Et cette refondation est possible avec notre génération actuelle, où il faudra que nous partions, que nos enfants héritent le pouvoir pour donner à la République sa lettre de noblesse. Madame Rata, le go peut donner à tout moment. Attendez. Vous savez, lorsque Mobutu est parti, nous montions les taxibus, les combis, à 4. À 4. Il y avait des gens qui étaient debout, et puis on se croisait. On s'est croisé les jambes. Mais ça a pris fin en une semaine. Un musée. En une semaine. Quand on a un pouvoir fort, les gens peuvent avoir de bonnes habitudes. Très bien. Maintenant, je veux tordre le cou
à ceux qui disent, ah, ils sont jeunes. Beaucoup, tout cas, ils prennent le pouvoir, il a quel âge? 30 ans. Première fois. La seconde, 35 ans. Goumba, à quel âge? En 60. Il est né à 25. En 60, il a 35 ans. Kizema, pareil. Kabila, pareil. Le président Kasavubu a moins de 40 ans. C'est un jeune. Kabila, 31 ans. Le problème, ce n'est pas la jeunesse. Ceux qui volent aujourd'hui étaient jeunes à 20 ans. Et les jeunes qui volent. Donc, les valeurs, comme disait un de mes mentors, le maître Mazebo, de heureuse mémoire, il y a des vieux bêtes, des jeunes intelligents. Il y a des vieux honnêtes, des jeunes malhonnêtes. Voleurs, des jeunes, oui, ça existe. Mais il suffit d'écouter les jeunes. Ouais. L'échelle de valeur, il faut écouter les jeunes. Vous comprenez? Donc, il y a un travail qui doit être fait sur l'homme, Madame Ranta. Tant qu'on a l'école, moi je suis sur l'école, dans cette condition-là, rien ne sera fait. on ne décollera pas. Très bien, Maître Olivier Sona, nous évoluons dans notre émission. Il y a aussi la question de la tentative de l'évasion au CPRK. Aujourd'hui, ça inquiète. Cette question soulève des inquiétudes par rapport à la sécurisation de ces lieux pénitentiaires. Le problème du CPRK, du prison Makala, c'est un problème qui touche tous les secteurs. Comme on n'a pas cette pratique de la planification, on aime improviser, on aime gérer les conséquences. Mais on nous avertit sur Makala. Moi, je suis avocat. Créé en 57, prévu pour 1500 personnes. Aujourd'hui, il y avait 16 000 pensionnaires. Condamnés et ceux qui sont à l'instance du jugement. 16 000. Il y a même ceux qui ne sont jamais jugés jusque-là. Non, à l'instant, ils attendent. 16 000. Donc cette prison est largement pléthorique. Aucun projet. Et on a appris qu'il y avait un projet. Il y a un vice-ministre qui a pris les fonds et puis voilà. Il sera appréhendé. J'espère qu'il est réellement appréhendé, ce monsieur-là. Mais même au niveau du service pénitentiaire, il n'y a aucune programmation. Aucune programmation. Maintenant, ceux qui viennent, les Matata Pogno, les Katumbi, qui aujourd'hui, non, je m'ordonne, tout ça. Mais vous étiez où? Vous avez géré? Le Katanga a été, je peux dire, monsieur Katumbi. Qu'est-ce qu'il a fait en termes de prison? Matata a été mon Premier ministre. Il a construit combien de prisons? Oui, il a construit des prisons. Combien? C'est ça le débat. Maintenant, lorsque ceux qui sont élevés en honneur en dignité vont au CPRK, ils sont pavillon 1. VIP, cellulaire, clean. On est où là? Et les autres, vous aviez vu les vidéos qui ont circulé, oui, où on a vu les prisonniers entassés, okay, qui dorment même dans les toilettes, dans les latrines. Exactement. Des conditions inhumaines, okay, quand même. On a vu la volonté. Aujourd'hui, est-ce qu'avec tout cela, on a vu, avec les réformes que veut amener le ministre de la Justice, Constant Moutamba, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'essouffle et dit que cette tentative, c'est juste pour... ça fait référence à ces réformes dont veut amener le ministre de la Justice. Parce qu'il a décrié, c'est vrai, il est allé, il a promis, il a donné des matelas, il a même désengorgé. On a vu quelques personnes être libérées. Mais est-ce que là est suffisant ou il faudra déjà partir de cours et tribunaux voir qui doit être transféré à Makala? Vous êtes avocat, je crois que vous êtes derrière vos clients, soit qui sont transférés à Makala sans même un jugement. Il y en a. Mais je ne voudrais pas qu'on fasse une exception à la règle. C'est ça le problème au Congo. C'est vrai que notre justice a beaucoup de problèmes, mais je ne voudrais pas qu'on verse dans la généralisation non plus. Ok? Voilà. Mais le CPRK, la présidente Makala connaît beaucoup de problèmes. Mais le problème de ce pays, d'une façon globale, Madame Saranta, les décideurs n'écoutent pas. Les rapports ont été faits par la société civile.
Ce n'est pas la première tentative. Ni moi l'enseigne. Et je crois, là, il y a 2 ans, on a vécu ça en Congo central. Plusieurs prisons ont été cassées, même dans les provinces. Oui. Vous comprenez? Et quand vous voyez les conditions dans lesquelles ils vivent, vous dites, mais ça n'est pas possible. Vous comprenez? On prend une prison comme Ndolo. Mais c'est pour être délocalisé. Comment peut-on avoir une prison militaire dans un quartier? Non, ce n'est pas possible. Mais qui est sécurisé quand même, hein? Bien sécurisé. Jusque-là, oui. Jusque-là, oui. Mais même Ndolo aussi, l'année passée, il y a une tentative. Vous comprenez? On a tiré la sonde d'alarme sur Makala. On l'a dit. Non seulement au regard des bâtiments, mais au regard aussi des pensionnaires. Parce que Makala est une prison civile. Mais on y voit... Les militaires. On y voit des civils en connivence avec des militaires. On y voit des Mobondo, c'est des hommes civils, mais armés, appréhendés. Donc, ce qui constitue un danger. Bien entendu. Certains pensionnaires, le fait que même certains transfèrements sont dangereux. Quand vous voulez transférer un chef de guerre du Congo central à Kinshasa, mais le cortège doit être hyper sécurisé. Donc le problème, c'est qu'on a manqué de planification. Maintenant, il y a autant de morts. Nous, on attend une enquête sérieuse. Qu'on nous dise le vice-premier ministre de l'Intérieur a promis des enquêtes pour pouvoir j'espère que seront éclaircir sur la question. Et qu'elles aboutiront pour dégager les responsabilités. Certaines suspensions sont tombées, mais on voudrait que réellement, que ça ne finisse pas en notre boudin. Comme c'est le cas souvent au Congo. On a commencé. Et à l'heure qu'il est, les pensionnaires connaissent 3 jours sans visite. Et certains, déjà, il y a Mike Moukébaï qui est en train de lancer son cri d'alarme, qui dit que ça devient compliqué pour ceux-là qui dépendent de l'extérieur pour se nourrir. Mais eux-mêmes, les pensionnaires, certains délinquants, ont brûlé leurs réserves. N'oublions pas non plus qu'ils sont des délinquants, hein, quelque part. Mais est-ce que ces centres carcérales permettent aux personnes qui y vont d'être rééduquées? Pas du tout. Mais juste, en fait, cette prison, au-delà de l'infrastructure, pose un problème par rapport à sa mission. Elle est plus à la hauteur. Une première mission, détention. Vous êtes sur un effectif de 16 000 au lieu de 2500. Réinsertion. Amendement peut-être. Détention va avec amendement. Vous êtes arrêté, vous pigez une peine. Vous payez le salaire de votre écart au regard du droit pénal. Réinsertion. Mais c'est-à-dire qu'on doit pouvoir faire de vous un bon citoyen après 3 mois, 1 année, 10 ans de prison. C'est pas le cas. On a vu avec le service national qui a tenté de changer certains inciviques. Dit Koulouna aujourd'hui, qui, en lieu d'être condamnés, placés en détention, ils sont allés au service national qui aujourd'hui produisent des bancs pour les universités et les écoles. Avec cette politique. C'est une façon de rééduquer les citoyens. Et on leur donne du travail à la fin du compte. Madame Ranta, alors déchirons le code pénal de ce pays. Il ne faut pas réinventer la roue. Un délinquant est un délinquant. Ok? Il a le droit d'être rééduqué tout de même. D'accord. Mais il doit payer le mal qu'il fait à la société. Pour ses actes. Après, maintenant, le service national, en réalité, devait collaborer avec les prisons. Vous comprenez? C'est-à-dire que le monsieur... C'est une façon de désengorger. Non, mais attendez, nous avons un code pénal, ça sert à quelque chose quand même. Sinon, on le déchire. Il passe à autre chose. Parce qu'un déviant social, le gars qui commet l'infraction est un déviant. Il trouble l'ordre public. Et le magistrat, qui a la mission de récher les infractions, il appréhende, il le soumet à un juge. Et lorsque les faits commis par X, Y, Z ont une qualification pénale, escroquerie, viol, coups et blessures, tout ce que vous voulez, et la peine s'ensuit. Si c'est la mort, c'est la mort, c'est le juge qui apprécie.
Mais si c'est une peine l'amende avec les réformes de Constant Moutamba qui devront être, quelle réforme qui devront être payées à la banque. Mais c'est payé à la banque. Au niveau de chaque parquet, il y a un bureau de gérade. Il y a un comptable. Au niveau de chaque tribunal, au niveau de chaque parquet, il y a des gérades là. Bon, maintenant, si M. Moutamba veut faire une réforme, il veut un guichet unique, il n'y a pas de problème, moi j'attends ça. J'étais là avant-hier, je n'ai pas encore vu le guichet unique. Mais je vois les agents de la Gérard qui sont là. Nous payons là-bas. Okay. Maintenant, peut-être, ce qu'il dénonce, et il a raison, ou vous payez, vous demandez $1000 pour la liberté provisoire. Vous payez 400, vous payez 600 à l'État et 900 auprès du juge. Ça, c'est un problème. Mais je vous apprends qu'au niveau de chaque parquet, il y a déjà il y a des greffes, il y a des comptables d'État. Et nous payons là-bas. Est-ce qu'il y a traçabilité de ces recettes? Ça, c'est notre affaire. Ça, c'est notre affaire. Maître Olivier Essona, quelle est la politique que devrait mettre en place le gouvernement sur cette question de prison en RDC? Déjà, j'ai fait un petit calcul. Kinshasa, c'est 15 millions d'habitants. Makala, c'est à peine 16 000. Je dis à peine 16 000 pensionnaires. Ça veut dire que c'est 0,1%. C'est rien. C'est rien. C'est-à-dire que si on avait 3-4 centres pareils, on n'aurait pas le problème de désengorger. Le problème simplement, c'est que on n'a pas une population criminogène. Non. Surtout les mamans congolaises, j'en jette des fleurs. Ce ne sont pas les femmes violentes. Ce ne sont pas les femmes criminogènes, non. Là-bas, c'est négligeable. Je ne sais même pas s'il y a 500 femmes en détention. Je ne crois pas. Même pas. C'est plus les hommes. OK? Mais les crimes odieux, on coupe des têtes, tout ce que vous voulez, ce n'est pas le cas non plus. Vous comprenez? D'accord. Donc, d'une façon globale, la population congolaise est pacifique, voire pacifiste. Maintenant, il n'y a aucune politique. OK? Aujourd'hui, ce qui remplit nos prisons, généralement, c'est l'escroquerie et les violences des coups de blessures, les lésions corporelles. Il y a une bonne frange de ces gens-là. Mais c'est une maladie sociale. Pourquoi les coups de Parce que la famille a explosé. Parce qu'il y a le taux, excusez-moi, du déperdition scolaire. Jamais les couleurs n'ont pas étudié. Ce sont des jeunes oisifs qui n'ont rien à faire. Mais pourquoi on ne les canalise pas? Donc je reviens à l'éducation nationale. Vous comprenez? Il y a une époque, ils sont au service national. Hein? Non, mais ce n'est qu'une frange. Aujourd'hui, ils reprennent du poil de la bête. Ils commencent à écumer les quartiers. Il y a des quartiers vers Elingué-Sala où les gens ont fouillé des maisons. Mais on est à Kinshasa. Pas Mongata, non, c'est à Kinshasa. Où des jeunes comme ça font la loi. Ce n'est pas normal. Mamaboutou, vers le bas, on appelle ça Kamonganga. Il y a des jeunes qui font la loi. Il y a 3-4 jours. Rompengaba, n'en parlons pas. Voilà. Donc ça veut dire que ce phénomène peut être stoppé. Peut être stoppé. Ces jeunes désœuvrés qui n'ont rien à faire. Okay? Il faut en amont régler le problème. Mais celles et ceux qui sont déjà dans ces mauvaises pratiques, il faut les appréhender. Ceux qui sont mineurs, bien entendu, il y a des mesures pour les mineurs. Ceux qui sont majeurs, ils doivent être rééduqués et ensuite réinsérés. Donc quand ils sortent de la prison, ce sont des bons citoyens, prêts à servir la nation congolaise. Mais la prison de Makala ne rend pas ses missions. Les jeunes qui sont là-bas ne sont pas rééduqués, nous. Certains apprennent, j'allais dire, il est entré pour avoir volé un rétroviseur, il n'a pas encore même braqué une banque à la prison. À la prison. Maître Olivier Essona, on apprend également que le cabinet du ministre de la Justice ont été diagnostiqués positifs à l'empoisonnement. J'aimerais un peu comprendre, parce que vous êtes un homme de droit, pourquoi Constant Moutamba fait peur?
Mais bien entendu. Parce qu'on a vu avec les syndicats, certains syndicats de magistrats, un bras de fer. D'ici jusque-là, ça ne va pas. Est-ce que Moutamba dérange M. Moutamba ne dérange pas le pouvoir judiciaire? Il ne dérange pas seulement le pouvoir judiciaire, non. Il ne dérange pas seulement eux. C'est vrai qu'ils sont montés au créneau pour certains propos tenus par le ministre qui tendaient à généraliser, à jeter l'anathème sur tout un corps. Oui, il y a des brebis galeuses, mais tous ne sont pas comme ça. D'accord. C'est important quand même de redorer l'image de ce corps, qui par ailleurs travaille quand même. Hein. Mais le chef de l'État lui-même l'a dit si haut que la justice était malade. Mais qui, derrière la justice, on voit les juges, on voit les magistrats. Vous faites la parole du président comme une parole d'évangile. La parole du chef de l'État vaut une loi. Quand c'est le chef de l'État qui déclare, je suis intéressé. Quand le chef de l'État qui le déclare, ça veut dire que... Je suis intéressé. Vous avez une base légale. Si vous dites, on appelle ça le magister dixit. Le maître a dit. Le pape, certaines paroles du pape ont valeur de loi. M. Tshisekedi, ces paroles ont valeur de loi. Au Congo? Non. Enfin, vous comprenez les choses, mais je suis désolé de vous contredire. Lorsque le président parle, le président de la République, sa parole n'est que sa parole. Ça n'a pas valeur de loi. Ah non. C'est quand il signe maintenant une ordonnance. Ah, il est dans le domaine de légiférer. Mais sa parole n'a pas... Personne au Congo, la parole de personne, aussi élevée soit-il, n'a valeur de loi. Il y a une certaine époque, Mobutu avait plus ou moins cet écart-là. Moi j'appelle cet écart. Où il disait, oh, lui c'est combien 10 Zaïre. Et on m'a 5 Zaïre. Et puis il comme 5 Zaïre. On a vu aussi avec le Premier ministre Etienne Tshisekedi, une fois nommé, bon, le lendemain, démonétisé. Voilà. Mais en fait, c'était une population qui a suivi un leader, un grand leader, Etienne Tshisekedi. D'accord? C'est ça. Bon. Mais une parole qui a valeur de loi, ça veut dire que quand j'ai dit une chose, dans la hiérarchie des lois, des sources de droit, tu comptes ici en haut. Ce n'est pas le cas. Ok. Ok, il faut être sérieux, hein? Ce n'est pas le cas. Le président a donné son avis sur la l'appareil judiciaire. Il y a du vrai, il y a du pas vrai. D'accord? Cet appareil a beaucoup de problèmes. Et moi, je suis assez mal à l'aise dans cette affaire. Dans ce rôle-là, je suis avocat, je n'ai pas à défendre les magistrats. Mais aujourd'hui, si nous avons 0,1% du détenu, aussi bien ceux qui sont condamnés ou ceux qui sont à l'instance du jugement, quelque part, il y a un travail qui est fait. Il faut faire donner l'impression qu'il n'y a pas de justice. C'est pas vrai. Okay. Ça fonctionne. Maintenant, il y a des déviations. Il y a des écarts qu'il faille corriger. Oui, sur ce point, je suis d'accord avec M. Moutamba. Il faut corriger. Il a voulu corriger, il a corrigé quand il s'est agi de déguerpissement de l'ambassadeur. On a vu des sanctions tomber, il y a eu encore des questions qui pleuvaient en disant est-ce qu'il a qualité de suspendre Il n'a pas qualité, heureusement ça a été corrigé. J'ai appris que, on m'a appelé ce matin, là, on m'a dit ah, mais il a suspendu, il ne peut pas suspendre. Encore que dans ce cas-là, on parle d'interdit, d'interdiction. Et après, M. PG Bonnet a remis les paroles là pour dire que le PG, après la cour d'appel de la Gombe, a fait l'objet d'une action disciplinaire. Il a été interdit. Voilà le bon droit. D'accord. Et le droit a ceci d'intéressant, c'est qu'il est formaliste. D'accord. Le droit aime le formalisme, M. Moutamba est avocat, il le sait. Bon. Mais, je voudrais revenir sur un aspect important. Oui, M. Moutamba dérange. Mais il ne dérange pas seulement les magistrats, ou certains magistrats véreux. Il y en a des véreux. Comme il y a des avocats véreux. Comme il y a des greffiers véreux. Ok? Il y a au Congo démocratique, d'une façon globale, qu'on ne se passe rien. D'une façon globale. Architecte, menuisier, charpentier, motard, médecin, ils vous ouvrent le ventre et puis il n'y a rien, tu payes. Il y en a partout. On a pas de moralité sérieux. Des brebis galeuses. Attendez, en termes de moralité, c'est sérieux dans ce pays. Sérieux. Qu'on n'est pas honnête, de façon globale,
beaucoup qu'on se connaît, de façon globale, majoritairement, nous ne sommes pas honnêtes. Ceux qui dénoncent les vols de escarcelles de l'État, mais là où ils sont, ils ne sont pas honnêtes non plus. On vole le fisc, on triche par-ci. Les moments qui nous vendent les massangou, les maïs et le riz, trafiquent le bol. J'ai appris qu'ils trempaient cela dans l'eau chaude. Donc ça veut dire que quand vous voulez critiquer le dirigeant, il faut être correct. Okay. Pourquoi ces gens durs, Madame Sabranta? Pourquoi on les fait partir? Parce qu'on est comme eux. Maintenant la différence, est pas les millions, non pas les milliers. Les miettes. Mais nous sommes comme eux. Le jour où le peuple sera sérieux, on ne va pas les tolérer. Pourquoi? Parce que les dirigeants viennent du peuple. Au moyen des urnes? Ou par quel moyen? Les urnes, mais ce que j'ai fait en 2023, ça me laisse à bout de sang. J'ai été candidat. Hein. Je lis les lois, le code électoral. Ce que M. Kadi m'a fait, s'il a passé l'élection, on va parler simulacre. Il faut revoir le code. Le vote est peu pour un jour. Ça s'est allé sur une semaine. S'il a passé l'élection, si c'est dit expert, il y a un problème. Il y a un problème. On regarde les lois, hein, parce que moi, quand je lis le code de mon pays... Très bien, nous finissons déjà. Il y a une dernière question. Martin Fayoulou, revenu des États-Unis d'Amérique, a tenu un meeting pour appeler à la cohésion nationale. On l'accuse d'être pro-Tshisekedi actuellement, et s'il était opposant, il ne serait pas en train d'appeler, parce qu'il s'est autoproclamé président élu, et après il change, non, je veux qu'on s'assoie sur une table et que les religieux, l'Église puissent être au centre pour mettre ensemble les Congolais. Votre point de vue par rapport à son changement, on ne le comprend plus. J'aime bien monsieur Fayoulou Martin, j'aime bien, j'ai des proches qui sont chez lui. Mais ça fait plus de 5 ans que je ne vois aucune cohérence. Alors aucune. Dans le chef de Solidaire. Aucune cohérence. Comment il peut changer de langage aussi si rapidement? Je confirme que je ne vois aucune cohérence dans l'agir et dans la pensée de M. Fayoulou Martin. Maintenant, sur la cohésion nationale, oui, bien sûr. Nous en avons besoin. On en a besoin. OK? Bon. Maintenant, le modus operandi, comment on fait? C'est pas le dialogue. Parce que le dialogue, c'est un disque qui est réel dans ce pays. Qui finit toujours par le partage de postes. Maintenant, le débat, qui vont au dialogue? Il a cité même les acteurs qui iront au dialogue. Oui, mais attendez, on sait qu'ils vont au dialogue. Pourquoi? Pour des intérêts personnels. Bon. Maintenant, j'entends M. Fayoulou, M. Katumbi, M. Matata réagir par rapport à Makala. Notre problème au Congo, nos politiciens opposants. Est-ce qu'il y a d'ailleurs, il y a déjà des opposants encore en RDC? Mais bien sûr, ils sont des opposants. Il y en a quand même. Joseph Kabila? Oui, non, attendez. L'union sacrée. Parce que lui, au moins, il a pris des distances avec le pouvoir. Le débat, le président... Martin Fayoulou l'accusait d'inconstance. Inconstance ou pas, ceux qui sont du pouvoir, union sacrée, que j'appelle produit périssable, d'ailleurs ça commence à pourrir bientôt là. Un monstre à plusieurs têtes. Tout à fait, Paniaka, un crabe, hein. Eux ont rejoint le président de la République. Ce qu'ils n'ont pas fait, c'est une opposition. Je cite M. Sissanga, est un opposant. Toto Mukwege est un opposant. Martin Fayoulou est un opposant. M. Katumbi est un opposant. C'est ça, ces gens-là. Mwemba, Jean-Claude, est un opposant. Vous comprenez? Et il suffit seulement de les écouter. Franck Diongo, qui est en exil. Franck Diongo est un opposant. Donc il y en a. Maintenant, moi, je voudrais bien qu'on mette sur la table des dossiers. Quid de l'armée? Quid de la police? Quid de l'éducation nationale? Quid du travail des jeunes? Quid de l'environnement? Quid, par exemple... La situation sécuritaire. Les embouteillages. La fluidité de la ville de Kinshasa. Quoique, c'est aussi un peu la tâche du gouverneur de la ville. Je salue M. Boumba. OK?
C'est ça, je veux parler des dossiers. Le fameux Kounouna, le banditisme urbain. Qu'en est-il? Les motards, qui sont des inciviques, mais ça n'est pas possible. Ils sèment la mort tous les jours. Tous les jours. Ça n'est pas possible, on doit les maîtriser. Les chauffards. Quand je vois, c'est pas seulement 207, hein, esprit de vie. Même les Jeep TXL, vous avez les chauffards de les TXL. Qui ne respectent pas le code de la route. J'ai failli embouter un motard à 23h vers Ipen. Il venait en sens unique sur ma bande. Quand je m'arrête, il me dit quoi? Oh non, c'est le papa, tu pourrais mettre ta moto sur le bas-côté, tu prends une torche. Donc quand je lance 100 mètres, je vois le gars à 10 mètres. Et puis il commence à gueuler avec son passager. Et j'aime compris ce phénomène. Les passagers qui sont sur les motos sont une qui défendent, le motard. S'ils m'ont fait, tu vas vous dire, allez ce gars ici, il va te tuer. Vous comprenez? J'attends l'opposition. J'ai pas vu ces gens parler de matin avant. L'instant numéro 1, en terrasse. Ça fait 2 jours que les véhicules ne sortent plus chez moi. Maman bout. Vous emboutez. Parce que les Chinois ont terrassé et ont isolé les habitants. C'est de la folie. Hier, j'appelle un des Chinois, il se met à rigoler. Je dis, en Chine, tu ne ferais pas ça. Tu ne ferais pas ça. Vous comprenez? Comment est-ce que vous terrassez, vous ne tenez pas compte de la population qui habite là, dans le patelin? Je veux qu'on parle des dossiers, madame. L'assurance maladie. Je suis avocat, j'ai aucune couverture médicale. C'est normal ça. Vous êtes couverte, vous, par une assurance maladie dans ce pays? Vous, madame Ranta? Il y a des mutuelles de santé actuellement. Vous êtes couverte? En temps de combien de milliers de dollars? On peut vous transférer en Afrique du Sud, vous, si vous tombez malade? Si vous me piquez un bon AVC là, on fait comment? De quoi nous parlons? C'est un monde de ce niveau dangereux dans ce pays. Mais comment on nous a annoncé couverture santé universelle? J'ai entendu le conseil du président, j'étais épaté par ce monsieur. Rien. Il a commencé par la gratuité de la maternité. Non, mais ça venu après. Je suis vu ce monsieur sur Top Congo. J'ai appris l'émission, je dis, ah, ça c'est un gars. Donc si ces dossiers étaient mis sur table, on dirait, vous êtes d'accord pour la tenue de ces dialogues? Non, je l'ai dit, c'est indiscret, madame. Qu'ils arrêtent ça. Qu'ils plongent sur des dossiers. Attendez. Notre mouvement, la DPO Congo Fort, nous sommes en train de préparer des projets pour le gouverneur Bouba. Moi, je suis Quinois. Je veux qu'il réussisse. Il va nous lire bientôt. Parce qu'on va le bombarder des dossiers. Mieux, des projets. On a beaucoup de projets. On nous cogitons. On a au moins 10 projets. Par exemple, simplement, moi j'ai écrit un livre sur les bons loyers. Et la chance de bailler locataire. On n'a pas, M. Ngobile est passé. Il n'y a pas de suivi hein, sur ces dossiers-là. On n'a pas un arrêté. Et d'abord, c'était M. Ngobile qui avait laissé l'arrêté. Mais aujourd'hui, par exemple, les baux commerciaux et industriels, silence du texte. On nous renvoie au WADA. Dans la ville de Kinshasa, c'est du méli-mélo. Il fallait que nous voulions prendre un arrêté ou qui regroupe tous ces baux résidentiels, commerciaux, socioculturels, industriels. Voilà un projet qu'on va soumettre. Sur le ramassage des bouteilles plastiques. Je l'ai dit, créez une consignation. Mettez 50 francs par bouteille, tout simplement. 50 francs par bouteille, pas aller au kilo, 50 francs par bouteille. Madame Rata, le phénomène ferraille, ok? On a vécu ça, non? Donc, il y a des solutions qui existent, il ne faut pas réinventer la roue. Okay. Donc nous, oui, l'éveil patriotique, selon Alain, mais nous allons proposer des choses au gouverneur. Mais nous disons simplement au gouverneur, soyez à l'écoute. À qui vous avez des compétences, soyez simplement à l'écoute. Et effectivement, comme il a dit, il ne sait que Bonga. Oui, Bonga, s'il est à l'écoute. Nous attendons, c'est la fin, Maître Olivier Sona, de cette émission. Tribune, c'était vraiment un plaisir de discuter avec vous autour de certains sujets qui défraient la chronique actuellement. Et je vous dis merci de nous avoir suivis. À très bientôt.